Salut! Alors, aujourd'hui, on commence une nouvelle série et on va enfin attaquer l'amplification et on va parler du montage en cathode commune. Or, pour traiter correctement le sujet, on va faire ça sur plusieurs épisodes. Allez, à tout de suite! Alors, le schéma qui est dessiné ici, ce bloc, on va dire, élémentaire qui est dessiné ici, est ce que l'on appelle un montage en cathode commune. C'est des tâches élémentaires de gain à tube, en particulier pour ce qui concerne l'audio. Alors, sa transposition, pour ceux qui ont l'habitude des semi-conducteurs, ça n'est ni plus ni moins que cela. Le montage ici, c'est la transposition de ce montage historique à tube. C'est un étage qui a du gain en tension. Alors on a pas mal travaillé sur la triode et on va faire 2-3 rappels. Avant d'attaquer ce montage-là, on va déjà regarder la configuration sur laquelle nous allons travailler. Déjà on va utiliser un tube 12AX7 qui se retrouve aussi dans la désignation sous le nom de ECC 83. Alors il y a plusieurs raisons à cela. Il y a une raison pratique, d'abord c'est parce que j'en ai pas mal en stock, donc ça m'évite d'acquérir un tube uniquement pour la démonstration. Et d'autre part, c'est vrai que c'est un tube que vous rencontrerez souvent en audio, c'est un tube qui présente un grand gain. C'est d'ailleurs le tube qu'on avait utilisé dans le régulateur à tube, c'est très exactement ce tube-là, c'est-à-dire la 12AX7. C'est un tube qui a une forte résistance interne et forcément un grand gain et une faible transconductance. Donc ce que l'on avait vu, qu'on avait un réseau de caractéristiques ici dans lequel on avait le courant d'anode, que je vais représenter ici en rouge, comme cela, courant d'anode. Et sur ce même graphique, nous portions en abscisse la tension d'anode, ici. C'est-à-dire en fait ce que l'on vient mesurer, c'est ça, dans un tube. Et ce jeu de caractéristiques, je vous renvoie à la vidéo sur la triode, sur les caractéristiques de la triode. Nous donner donc un réseau de caractéristiques comme cela, on va dire, pour le simplifier, sur lequel il y avait donc 0, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4 volts, d'accord? Et ainsi de suite. On a vu que la résistance d'anode ici, dans la triode en mode statique, en fait se comporter comme une droite de charge. C'est-à-dire qu'ici on peut tracer la droite de charge. Je rappelle que pour tracer la droite de charge, c'est très simple. Il suffit d'ouvrir le circuit ici, venir mesurer la tension là. Or, la tension ici est égale à la haute tension. On va écrire, ça c'est égal à la haute tension. On reporte la haute tension. Et comme le courant est nul, effectivement, courant d'anode nul, haute tension, on trace un premier point. Ensuite, on vient court-circuiter le circuit ici, comme cela, et on obtient un courant d'anode. Dans ces cas-là, I anode. I anode n'est rien d'autre que la haute tension divisée par la résistance d'anode. D'accord? On va l'écrire comme ça. I anode égale haute tension divisé par la résistance d'anode. Et à partir de là, on peut venir tracer ici. Je vais faire ça en vert. Faire ça en vert ici. On peut tracer ça comme ça. Et ça, c'est la RA, résistance d'anode. Et ça, c'est ce que l'on appelle ici la droite de charge. La droite de charge. Alors, jusqu'à présent, on a regardé ces comportements en faisant varier la tension gris, en observant ce qui se passait sur l'anode. Aujourd'hui, on va utiliser ce tube en amplification qui est quand même sa destination. Alors cet étage est évidemment très ancien. Alors dans les hypothèses que l'on va faire au moment où on va étudier, c'est-à-dire aujourd'hui, on va considérer que dans ce schéma, comme vous pouvez le voir, il y a un certain nombre de condensateurs, C1, C2, et évidemment, il va y avoir ici un troisième condensateur que je vais dessiner en pointillé et qui finira lui-même sur une charge
comme cela. Alors, un condensateur C3. Voilà. C1, C2, C3. On va considérer que du point de vue de l'alternatif, à la fréquence à laquelle on va faire notre test, on va considérer que ces condensateurs se comportent pour l'alternatif uniquement. Pour l'alternatif, ils vont se représenter comme des courts-circuits. C'est-à-dire qu'on va court-circuiter au point de vue de l'alternatif ces condensateurs. D'accord? Pour l'instant, on va considérer ça. On verra après que cette hypothèse de travail est réductrice. Mais pour l'instant, on va considérer que ces condensateurs se comportent comme des circuits fermés du point de vue de l'alternatif. Alors, on a vu également sur cette droite de charge un certain nombre de choses. On a vu que sur un point particulier, si on venait prendre un point particulier sur cette droite de charge, un point ici, d'un côté, on avait une variation de tension, c'est-à-dire que c'est delta VA sur delta VG, c'est-à-dire variation de la tension de grille sur la variation de la tension d'anode, ça s'appelle le mu, c'est-à-dire le coefficient d'amplification. Mais si je vais vous mettre ça, comme vous le voyez ici, c'est-à-dire ça, c'est le mu. On a vu qu'à ce point particulier, on pouvait également tracer un deuxième trait, ici, comme cela, à ce point particulier, qui était donc variation de courant de grille, variation de courant de grille, variation de courant d'anode, pardon, par rapport à variation de tension de grille. Et ça nous donnait effectivement ce que l'on appelle la transconductance, c'est-à-dire, on appelle ça GM et c'est en Siemens, ou c'est en E-1. Ça, je vous renvoie à la vidéo. Et enfin, on a vu que la résistance interne de la triode, à ce point particulier, était tracée bien sûr comme étant, on va dire, une courbe comme cela, ici. Voilà. Puisque c'est la variation, on peut l'extrapoler à partir, je vais faire ça par exemple en rouge, ça c'est la résistance interne. Et la résistance interne, évidemment, de la triode, on la représente par la lettre ρ. Et ça, c'est la résistance interne de la triode. Voilà ce qu'on a vu la dernière fois. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va utiliser ce tube en amplification, c'est-à-dire qu'on va venir appliquer sur ce tube des tensions alternatives en entrée pour en obtenir des tensions alternatives à la sortie amplifiées. Et on va regarder ce que cela donne. Alors, ce que l'on va faire maintenant, on va s'intéresser à la façon de polariser une triode. Alors, ce montage, il y a plusieurs choses intéressantes à voir. La première, c'est ça. Ici, dans cet étage-là, on a un condensateur qui vient couper la composante continue, une résistance qui vient tirer la grille à la masse, une résistance de cathode et une résistance d'anode. Alors ça, ce montage que l'on a ici, que l'on voit ici, c'est ce que l'on appelle un montage en cathode commune. Évidemment, le montage en question va sortir sur un condensateur de sortie et lui-même sur une charge. Alors l'idée, c'est de venir établir des tensions critiques ici, de manière à déterminer le courant qui va circuler à l'intérieur de l'anode. Alors il y a plusieurs types de polarisation possibles sur une triode, c'est ce que nous allons voir dès maintenant. Alors il est possible de polariser une triode de différentes façons. La première des façons, évidemment, la plus simple, c'est de venir mettre ici une batterie, qui est représentée ici. Comme on le voit, elle vient amener une tension négative. La résistance d'ici, la résistance de grille, dans ces cas-là, permet d'avoir une impédance d'entrée plus élevée que celle d'une batterie, puisque la batterie se comporte du point de vue de l'alternative comme un court-circuit. Et ça va conditionner un courant à l'intérieur de l'anode. Alors si on détaille ça, évidemment, le courant d'anode, dans ces cas-là, est déterminé par la tension de cathode qui se trouve à 0 volts et la tension de grille qui est négative. Voilà, on voit bien que la tension est négative ici. Et donc le courant d'anode va bien sûr dépendre de la tension qu'on va venir appliquer ici. Alors ça, c'est pas une façon très orthodoxe de polariser une triode dans un étage d'entrée. En revanche, c'est quelque chose que vous retrouverez dans les étages de sortie. Quand on attaquera la partie puissance, je vous l'expliquerai comment ça marche. Alors maintenant, intéressons-nous à la deuxième façon de polariser. C'est toujours pareil, on veut conditionner un courant qui va descendre ici par rapport à une tension
de gris. Or, un des moyens de rendre la tension négative ici, c'est de venir en fait rendre la cathode positive par rapport à une grille qui se trouve, elle, à 0 volts. Alors pour pouvoir faire ça, ce que l'on fait, c'est que l'on vient regarder le courant d'anode. On est d'accord qu'on a bien 0 volts sur la grille, à cet endroit-là. Et l'idée, c'est que ce courant venant traverser ici le tube dans son ensemble, évidemment, il va naître une tension de cathode. Cette tension sera forcément positive par rapport à la grille, laquelle, à ce moment-là, va devenir négative et on va conditionner le courant. Troisième façon de le faire, c'est d'utiliser un semi-conducteur, alors une diode. C'est une façon moderne de polariser un étage. Alors c'est toujours pareil, l'idée c'est de venir regarder un courant d'anode ici. Quand ce courant va traverser cette diode, eh bien, il va venir naître une tension aux bornes de la diode, et comme la grille est toujours à 0 volts, ici on va se retrouver avec une tension de seuil. Évidemment, la différence entre les deux nous donne une tension négative, puisque comme on l'a dit, toujours le 0 volt se trouve sur la cathode. Alors la différence qu'il y a entre ça et ça, il y en a deux, c'est que ici généralement il y a un condensateur de découplage que je n'ai pas représenté, et là on va obtenir une tension en fait constante puisqu'elle correspondra à la tension de seuil des différentes diodes que l'on peut utiliser. Et enfin, dernière façon de polariser une diode, c'est ce qu'on appelle une polarisation par courant gris. Alors si je vais ici, là, je peux vous montrer ça. Polarisation par courant gris. Bon, la polarisation par courant gris, c'est une polarisation que vous n'utiliserez normalement jamais. Je l'ai mis pour mémoire parce que quand on va étudier le courant gris dans les tubes, son principe est très simple. Il consiste simplement à venir mettre ici une résistance de très forte valeur. Là. Et à ce moment-là, on va venir avoir en fait un courant qui va s'établir parce qu'un certain nombre d'électrons ici, qui sont émis par la cathode, vont venir circuler à l'intérieur, c'est de l'ordre de quelques microampères, et il va venir naître une tension négative à ce moment-là sur la grille. Alors c'est ce qu'on appelle une polarisation à zéro bias ou une polarisation par courant gris. Alors ça, vous la rencontrerez souvent, par exemple, dans les récepteurs. Il y a beaucoup de récepteurs ou de systèmes anciens qui sont polarisés comme ça. Ça a un certain nombre de problèmes parce qu'on ne peut pas vraiment prédire la tension qu'on va avoir ici, puisqu'elle dépend directement des électrons arrachés par la cathode qui vont revenir à la masse directement au travers de cette résistance. Alors, la seule chose qui va nous intéresser maintenant, c'est la polarisation automatique, c'est-à-dire qu'on va faire toutes nos études à partir de la polarisation automatique, qui est la façon classique, si j'ose dire, de polariser une triode. Alors la première des choses, c'est toujours de revenir à la documentation. Alors on va utiliser ici une 12AX7, comme on peut le voir, et sur cette doc, qui est une 12AX7 ou une ECC83, tout dépend comment elle est en désignation américaine ou européenne, hein, peu importe. Bon, on retrouve les grands classiques, c'est-à-dire l'encombrement des équipements ici, le brochage et l'encombrement. Ce qui est plus intéressant, c'est de regarder les valeurs limites. Alors les valeurs limites indiquent simplement que si vous dépassez ces valeurs-là, vous allez mettre en danger le tube. Et on constate d'ailleurs que le constructeur nous a donné ici une valeur de résistance, qui est cette résistance de gris ici, que je vous mets en jaune là. Et il indique qu'elle ne doit pas dépasser 2,2 mégohms. Pourquoi? Parce que si on venait à dépasser 2,2 mégohms, à ce moment-là, on se retrouverait dans le cas de venir faire naître, on prendrait le risque de faire naître ici un courant, et donc venir mettre une tension, ce qui interférerait dans cette polarisation automatique. Alors, ce qui est intéressant maintenant, c'est d'aller regarder les deux cas d'application que nous allons retenir. Alors, on va retenir deux cas d'application ici, que sont 250 volts de tension de plaque, 100 kΩ ici de tension d'anode, et après on fera un deuxième exemple avec 250 volts pareil de tension d'anode. On ne changera pas la tension d'anode, mais on viendra changer la résistance. C'est-à-dire ici, on va faire un exemple avec 100 kΩ. Et on fera un deuxième exemple avec 220 kΩ. Tout en conservant ici 250 volts de tension d'anode. Alors ce même constructeur, et ça c'est pas mal parce qu'on ne l'a pas souvent, il a préconisé
ici, bon, la valeur de cette résistance, on va la calculer, et puis il a indiqué aussi les courants dans les deux cas, c'est-à-dire que ici on aurait un courant d'anode qui dans un cas fera 0,86 mA et dans le deuxième cas 0,46 mA. Donc on va regarder comment calculer ces valeurs-là et retomber sur nos pieds en fonction de la caractéristique. Alors, avant de nous intéresser au tracé par lui-même de la droite de charge, on va s'intéresser au circuit. Alors le circuit tel qu'il est aujourd'hui, il est constitué d'une triode, d'une résistance d'anode, d'une résistance de cathode. Alors ce circuit va être soumis à une haute tension. Du fait qu'on ait une haute tension ici, on va faire forcément naître un courant à l'intérieur de ces trois éléments qui sont en série, ce qui va respectivement donner des tensions telles que une tension sur la résistance d'anode, que j'ai appelée VR, une tension sur la triode, que j'ai appelée VT, et une tension sur la résistance de cathode, qui est la tension VRK, qui est ici. Puisque tous ces éléments sont traversés par le même courant. Pour l'instant, on ne va pas considérer qu'on charge ce circuit. On le fera après. Alors maintenant, traçons ça sur la droite de charge. Bon, sur la droite de charge, où je trouve ces tensions, par exemple, quand la tension de cathode et la tension d'anode sont au même potentiel, ou pour ainsi dire, quand la grille est égale à 0. Avoir une grille à 0 sur un tube, ça consiste tout simplement à indiquer que nous avons ici un court-circuit entre grille et cathode, et auquel cas on est à 0 volts. Quand on est à 0 volts, les tensions sont les suivantes. La tension, alors je vais reprendre mon pointeur laser, là maintenant, voilà. La tension de triode, elle est reportée ici. Ce petit espace qui est là, c'est la tension de cathode, que je n'ai pas représentée, et je vous dirai pourquoi. Parce que c'est pas facile de la sortir sur ce graphe-là. La tension d'anode se trouve ici, et on peut dire que dans le cas particulier d'une grille à 0 volts, on peut dire que le courant ici d'anode est de 1,7 mA, quelque chose comme ça, on va dire, pour une tension de l'ordre de 90 volts. Donc là, on peut dire qu'on a 90 volts, et ici 1,7 mA quand la grille est en court-circuit de la cathode. Voilà. Alors maintenant, si l'on regarde les variations, et on va reprendre pour cela le pointeur laser, en fonction du déplacement du point, ici, on va avoir ici une variation de tension de plaque, et donc parce que liée à la résistance de plaque, et une variation du courant de plaque. C'est pour ça que j'ai représenté delta VR, puisque ça va dépendre de l'endroit où se situe ce point sur la courbe, c'est-à-dire sur la droite de charge. Alors si maintenant on vient déplacer ce point, par exemple ici à 1,5 volts de tension de grille, pour avoir 1,5 volts de tension de grille, il faut simplement avoir, puisque ici on est à 0 volts, il faut simplement avoir 1,5 volt, typiquement là, sur la cathode. Et donc, ce que l'on a ici, entre le 0 volt et là, c'est la tension de cathode. C'est la représentation classique que vous avez sur un graphe, quand vous l'avez tracé, c'est-à-dire tension de triode, tension sur la résistance de plaque, et ici, tension sur la grille. Alors, la difficulté, c'est de trouver un point de repos, et un point de repos adéquat, en fait, dans ce montage-là. Alors, la meilleure façon de traiter cela, c'est non pas d'utiliser finalement ce graphe qui est ici, mais de venir tracer un graphe, ici, tension de grille versus tension d'anode, en ayant inséré, bien sûr, dans le circuit, une résistance d'anode, ici, puisque c'est ce qu'on vient de faire, égale 100 kΩ. Alors, pour tracer ce graphique, c'est extrêmement simple. Comment est-ce que l'on fait? On vient simplement reporter, comme on le voit ici, les points directement sur un nouveau graphique. Alors, ce nouveau graphique, il porte en abscisse la tension. Alors, attends, je vais prendre un pointeur laser. Voilà. Ici, il vient reporter en abscisse la tension de grille, c'est-à-dire moins 0,5, moins 1, moins 2,5, moins 1,5, moins 2, moins 3,5, etc., qui sont les tensions de grille. Donc, on vient reporter les points ici. Et en les reportant ici, on vient tracer
cette courbe ici, c'est-à-dire tension de grille versus courant d'anode. Alors pourquoi on va faire ça? Parce qu'on va se rendre compte qu'en ayant tracé cette courbe, il est plus facile de déterminer un point de polarisation, et surtout un point de polarisation où l'élément va se comporter de manière linéaire. Puisqu'on voit bien sur ce graphique qu'il y a une zone à l'intérieur de ce circuit qui se situe un peu par là en fait, qui lui est assez linéaire, parce qu'on voit qu'en fait la courbe commence à se déformer ici et là. Je ne sais pas si on le voit bien en vidéo, mais moi je le vois bien sur ma courbe. Donc l'idée c'est de venir trouver un point plutôt par là, parce que là les variations de grille, elles sont assez linéaires dans le tube. Alors une fois qu'on a déterminé un point qui se trouve ici de manière assez linéaire, puisqu'on voit que les variations de tension, si on fait une variation de 1 volt, on est à peu près linéaire en fait, à peu près droit, c'est-à-dire on a presque une droite en fait. Une fois qu'on a déterminé un courant, ça va nous donner une tension de grille. Seul petit problème, comme on a en fait sur ces réseaux de caractéristiques souvent des tensions de grille qui sont données avec des variations de l'ordre de 0,5 volts, c'est-à-dire qu'on n'a pas 0 volt, 0,1 volt, 0,2, etc., etc., c'est assez difficile d'extrapoler en fait le point. Parce que là, par exemple, typiquement, on voit que si ici on est pas mal, mais pour connaître la tension ici exacte de grille, c'est pas évident. Du fait qu'on a tracé précédemment cette courbe-là, il suffit simplement à ce moment-là de venir reporter et tirer un trait là, et là c'est beaucoup plus facile pour déterminer la tension de grille, puisque ça correspond exactement à la tension de grille. Or, à ce moment-là, on va venir insérer sur cette tension de grille un courant alternatif, là, qui va nous donner une variation, évidemment, de tension d'anode. Et c'est toute l'application de l'amplification de ce circuit qui est décrite ici. Une variation sur la grille donne une variation sur la tension d'anode. Alors on voit déjà nettement qu'avec 1 volt de tension d'anode, on a une variation assez importante. Typiquement, là, par exemple, on voit qu'on évolue entre 140 volts et 200 volts. C'est-à-dire qu'on a 60 volts de delta V ici sur le courant d'anode, sur la tension d'anode. Ici, on va varier de 60 volts pour une variation ici sur la grille de 1 volt. Alors ici, ce point là auquel on va devoir soumettre la cathode, il est à exactement à 1,4 volts. Alors ça se voit à peu près correctement sur le schéma, c'est-à-dire qu'ici on voit bien qu'on est à 1,4 volts. Et pour calculer cette résistance, c'est très simple en fait. Il suffit simplement de venir diviser 1,4 volts que l'on a sur la cathode par le courant consommé par le tube. Et auquel cas on arrive à une valeur de 1,62 kΩ. Bon, ça c'est... faut pas trop s'énerver parce qu'on peut facilement soit le remplacer par une résistance de 1,5 volts, 1,5 kΩ, pardon, une valeur standard, parce que ça n'existe pas, et puis ça sert à rien de venir, je veux dire, mettre des trucs avec des pouillèmes de kΩ sur des tubes qui peuvent avoir des variations de l'ordre de 20%. Donc là on a déterminé le point de polarisation et la résistance de cathode. Voilà, c'est ce que l'on voit ici. Et là, on va donc retrouver maintenant les tensions. Alors la tension ici que l'on a sur la triode, puisqu'on va négliger ce 1,4 volts, elle est de l'ordre de 160 volts, c'est la tension qu'on va obtenir ici. Et la tension que l'on va avoir sur la résistance d'anode, elle est de l'ordre de 90 volts. C'est ce que fait apparaître le schéma ici. Et ça, c'est la façon de polariser une triode ou d'une manière générale un tube en polarisation automatique. Alors, la polarisation automatique, elle a un certain nombre d'avantages, c'est que si le tube qui est ici vieillit et vient à changer de valeur, on conservera relativement les points de polarisation ici. On verra qu'en fait on augmente ici la résistance interne, mais bon, c'est un autre sujet que l'on abordera dans une autre vidéo. Et bien sûr, on a un courant de 0,86 mA. Donc ça, c'est tout ce que l'on a sur ce graphique-là. Alors, bon, là, je l'ai fait à partir de courbes sur Excel, mais il est bien évident que ça, il est parfaitement possible de le tracer en faisant des photocopies sur des réseaux de caractéristiques que vous trouvez sur le net, ou si vous achetez un tube, des fois, on peut vous donner la fiche technique avec. Bon, enfin, tout se retrouve sur le net. Et ça, vous pouvez le tracer à la main, directement avec un crayon de couleur, calmement. C'est beaucoup plus facile. Alors maintenant, essayons de déterminer les constantes, ce que l'on appelle les constantes. Alors, les constantes, en fait, elles varient en fonction du point situé sur cette courbe,
Mais comme notre point de polarisation est précisément situé ici, on va l'extrapoler sur juste la valeur à côté, et on va lui faire un delta V, en fait, ici, de 1 volt. Alors on voit que sur un delta V de 1 volt, on a une variation de 120 volts à 220 volts, c'est-à-dire on a à peu près 100. Dans ces cas-là, on peut écrire que variation de tension de grille de 1 volt, c'est-à-dire faire varier ici la tension de grille de 1 volt, nous donne une variation de tension d'anode, ici, de l'ordre de 100 volts. Donc, on peut écrire dans ces cas-là que le mu est égal à 100, puisque le mu, c'est simplement le rapport entre la tension de grille, ici, et la tension qui est présente sur l'anode. Ça, c'est la constante. Alors ensuite, à ce même point, on va faire une variation de tension de grille de 1 volt. Ici, on fait une variation de 1 volt, et on va regarder quelle variation on a sur le courant dans le montage. Or, la variation que l'on a ici, c'est présenté directement sur ce schéma ici, sur l'axe des abscisses. C'est-à-dire qu'on a environ 1,3 mA. Ça fait 1,3 mA. Donc on peut écrire que la transconductance, ici, c'est 1,3 millisiemens, à ce point particulier. Et donc forcément, on arrive à en déduire la résistance interne de la triode au point considéré. Bon, tout à l'heure, on avait un point qui était un peu situé ici, mais bon, la variation est tellement faible qu'on peut extrapoler de quelques millivolts pour considérer ces valeurs comme à peu près justes. Et on va voir à partir de là comment calculer l'amplification complète de ce circuit, en fait de connaître donc quel est son rapport entre l'entrée et la sortie. Alors maintenant, si on vient faire exactement la même manip que ce que l'on a fait avec la résistance de 100 kΩ, mais on vient mettre maintenant une résistance de 220 kΩ, qui je le rappelle était le deuxième cas de polarisation qui était préconisé par l'équipementier, en fait par le constructeur de la triode, on se rend compte qu'en appliquant les mêmes méthodes, on va se retrouver maintenant avec une tension sur la triode de 140 volts et une tension sur la résistance d'anode de 110 volts. Alors la conséquence c'est quoi? C'est-à-dire que si on vient injecter un signal ici de l'ordre de 1 volt, on va se rendre compte assez rapidement que l'on va avoir un delta V ici sur l'anode plus important, parce qu'en ayant une droite de charge plus inclinée, on a forcément plus de gain, et on va regarder ça pourquoi. Alors maintenant, si on fait le calcul du gain avec une résistance de 100 kg, alors j'avais fait une animation sur Excel, mais bon, j'ai préféré la réinsérer directement dans PowerPoint. Bon, imaginons qu'on vient de rentrer dans ce circuit un truc avec 100 millivolts ici, 200 millivolts crête-crête, on va dire. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va regarder qu'en ayant un mu de 90, qui était ce qu'on venait de calculer à peu près, la résistance interne de 76 kg et une résistance d'anode de 100 kg, on obtient un gain de moins 50,88, on va dire, c'est-à-dire ce qui correspond à 34,14 dB, puisque là on a le gain en tension qui est donné ici. Pourquoi moins 50? Parce que ça correspond exactement au déphasage entre l'entrée et la sortie. C'est pour ça que c'est toujours important de mettre les valeurs, en fait, quand on est en linéaire, en fait, de gain comme cela, avec une valeur négative pour indiquer le déphasage, parce qu'après, quand on fera des calculs, et on va s'en rendre compte quand on va passer sur des montages équivalents, qu'on ne peut pas travailler au signe près. Alors, si l'on reprend maintenant ce que l'on avait tout à l'heure avec 220 kg, ben sur les mêmes valeurs, on se rend compte que, bien sûr, le gain a changé. Il est passé à 36,34 dB, c'est-à-dire qu'il est passé à 65. Et on peut voir qu'il y a une variation sur le linéaire, ça se voit plus qu'en dB, ce qui est tout à fait logique d'ailleurs. Tout ça parce que on a changé en fait la résistance ici d'anode. Alors certes, ça a aussi fait bouger le mu et la résistance interne, mais néanmoins on voit que plus la résistance de plaque va être importante ici, meilleur sera le gain de l'étage en ces montages en cathode commune. Et enfin, si on fait ce même calcul du gain avec une 47 kg, ben on se rend compte qu'on est passé à 42 dB, donc on est encore plus faible qu'avec 100 kg. Alors si maintenant on récapitule ça, par exemple sous la forme d'une synthèse, on se rend compte qu'avec une résistance de plaque de 47 kg, on obtient un mu de 96,
une résistance interne de 60 kg et par voie de conséquence un gain de 32,51 dB. Si on fait la même chose avec une résistance de 100 kΩ, dans ces cas-là, on obtient un mu200 et une résistance interne de 76 kg, ce qui nous donne un gain de 35 dB. Et enfin, si on fait ça avec une résistance de 220 kg, en reprenant les valeurs ici, on obtient 36 dB. Donc on voit bien ici que la variation de tension, la variation de résistance de plaque, je vais faire ça en rouge par exemple ici, que la résistance de plaque en fait conditionne le gain ici de chaque étage. Alors on verra de manière plus approfondie dans de futures vidéos les conséquences que vont avoir le fait de changer cette résistance de plaque ici. Alors après avoir travaillé sur le réseau de caractéristiques où on a vu comment polariser cette triode en ce qu'on appelle polarisation automatique, maintenant on va passer sur la notion de modèle équivalent. On va dire c'est un modèle équivalent ou schéma équivalent. Enfin, le mot modèle est plus juste. On va parler du modèle équivalent. Alors une fois encore, une fois n'est pas coutume, on va effacer ce qu'on a au tableau sur ce schéma. C'est ici. Effacer ça. Voilà. Un peu de ménage. Et on va considérer l'ensemble de tout ce circuit, ici, sous la forme d'une boîte, en fait, comme cela, une boîte noire, dans lequel ici il y a une tension de sortie, S, et ici on a une tension d'entrée E. Voilà. Je vais vous mettre un schéma propre au tableau, enfin en incrustation je vais vous mettre un schéma propre. Donc ce que vous voyez ici en incrustation, ça n'est ni plus ni moins que le dessin que je viens de faire au tableau. Alors on va étudier ce boîtier et donc ce que l'on va faire, on va enlever l'intérieur de ce boîtier et on va le remplacer par un circuit équivalent ou un modèle équivalent. C'est quelque chose que l'on va utiliser tout le temps en électronique parce que ça va simplifier en fait le calcul. Alors ce modèle équivalent considère que les variations que l'on va faire de gris sont suffisamment petites pour considérer l'élément actif qui est ici comme un élément linéaire. Et je rappelle qu'un élément linéaire, il a toujours une forme, une équation de la forme y égale à x, on va dire. C'est-à-dire qu'il n'introduit aucune distorsion, aucune modification de la fonction, si ce n'est que de l'amplifier. Cette hypothèse est vraie dès lors que l'on fait des petites variations de signaux. Il faut savoir que ce que l'on va utiliser, on va considérer deux choses. La première, qu'on va travailler à une fréquence suffisamment élevée pour que ces condensateurs se comportent comme des interrupteurs fermés. Et il y a quelque chose aussi qui, du point de vue de l'alternatif, est un interrupteur fermé, c'est l'alimentation. Parce que généralement, l'alimentation, elle a, comme on l'a vu sur le régulateur à tube, elle a un condensateur qui lui aussi est un interrupteur fermé. C'est un interrupteur fermé. Ça. Donc je vous remets le schéma de ce que je viens de vous exposer au tableau. Donc, on va pouvoir convertir tout ça en un schéma équivalent. Je vais redessiner la triode, enfin le montage en cathode commune. Alors on a vu dans les caractéristiques que ce circuit déphasait l'entrée par rapport à la sortie de 180 degrés. Ça veut dire que si on rentre un signal alternatif comme ça en entrée, ce que l'on va avoir en sortie, c'est un signal alternatif comme cela. Il sera déphasé de 180 degrés, c'est la propriété même d'un étage en cathode commune. Alors maintenant, passons au modèle équivalent. Au modèle équivalent, on a dit que du point de vue de l'alternative et dans les hypothèses que l'on pose, les signaux étant faibles, on peut appliquer des équations linéaires. C'est-à-dire que
on va faire des mathématiques simples. Et on va rechercher l'impédance d'entrée, le gain, l'impédance de sortie. Alors, une fois n'est pas coutume, on a dessiné ici une boîte noire. Dans cette boîte noire, on ne sait pas ce qu'il y a. Mais on va essayer de le dessiner. Alors maintenant, prenons ça du point de vue de l'alternatif. Du point de vue de l'alternatif, sur l'entrée ici, sur E, on a un court-circuit, une résistance. Donc ici, on peut dessiner que l'on a RG. Ce fil ici, sur la triode, il y a un courant qui est égal à 0 ici. Le courant, il n'y a pas de courant qui rentre dans une triode. Sauf cas très particulier, on n'a pas de courant puisque la tension de gris est toujours inférieure à la cathode, donc on n'a jamais de courant qui rentre dans une triode. Au moins pour l'hypothèse de travail que nous allons faire là. Maintenant, intéressons-nous à la sortie. Qu'est-ce que l'on a en sortie? Eh bien, en sortie, du point de vue de l'alternatif, on a vu que l'alimentation se comportait du point de vue de l'alternatif comme un court-circuit. C'est-à-dire que cette résistance ici, ici c'est la masse. Donc j'ai le droit d'écrire, je vais dessiner ça comme ça, avec la masse ici. Voilà, ici j'ai le droit de dire que entre la sortie qui est là et la masse, puisque la masse est ici, j'ai une résistance qui est la résistance d'anode. On va écrire correctement RA. Ah, j'ai la résistance d'anode. Alors maintenant, le problème, c'est ça. La résistance de cathode, on s'en fout puisqu'elle est court-circuitée. Donc, du point de vue de l'alternatif, ce que l'on a ici, c'est la masse. Du point de vue de l'alternatif. Le problème, c'est comment représenter ça. Alors, il y a deux modèles concernant la triode. Il y a un modèle qui utilise un générateur de tension quand on utilise le facteur d'amplification. Et c'est ce que l'on va faire, qui s'appelle le mu. Dans le cas particulier, il a une valeur de 100. Donc, on a le droit de dessiner ça comme étant un générateur de tension alternatif. Or, la tension d'ici, on va la définir comme étant moins mu A, moins mu VG. C'est-à-dire moins mu de la tension d'entrée, en l'occurrence. C'est la tension de gris multipliée par le facteur d'amplification moins. Alors, pourquoi on met moins? Tout simplement parce qu'on ne peut pas faire ces équations au signe près, parce que ce circuit déphase. Du fait qu'il déphase, on est obligé de mettre un signe moins ici. Et ça, c'est à la masse, ici. L'autre côté, on pourrait être tenté de venir le raccorder directement sur la résistance, comme ça. Seul petit problème, on oublie un paramètre, c'est ρ, c'est-à-dire la résistance interne de la triode. La résistance interne. Bon, la résistance interne, c'est quelque chose qui vaut, on va dire, environ 60 kΩ, mais là n'est pas le problème, puisqu'on ne va pas travailler avec les valeurs de résistance. Alors, ici, il faut qu'on dessine la résistance interne. Bon. Et maintenant, on va effacer ça, parce que ça ne nous intéresse plus pour la démonstration. Et on va dire, calculons déjà l'impédance d'entrée. C'est-à-dire, une fois encore, qu'est-ce que l'étage qui est ici voit vu d'ici? Qu'est-ce que l'on voit vu d'ici? Ensuite, on va se poser la question de qu'est-ce que l'on voit vu d'ici? Et on va calculer le gain. Alors, dans l'ordre, on va faire résistance interne, résistance d'entrée, pardon. Zin. Là, c'est d'une simplicité biblique. Impédance d'entrée est égale à RG. Vite fait, ça c'est très très facile. Dans ce cas particulier, la résistance interne, c'est la résistance de gris. Pardon, la résistance d'entrée, c'est la résistance de gris. Alors maintenant, essayons de déterminer le gain. Ben, le gain, c'est pareil, il est sur le schéma. Il va se déduire de lui-même. Si je redessine ça, et que je veux connaître la sortie, commençons par déterminer la tension de sortie. S égale, point d'interrogation. Ben, ça, si je le redessine, c'est simplement ça. Un générateur, c'est moins mu VG.
n'est-ce pas, à la masse, ici, avec une résistance interne, c'est-à-dire le ρ de la triode, suivi de la résistance d'anode. D'accord? Et là, c'est S. Je vais dessiner en rouge. S. À quoi est égal S? S est simplement égal à la tension ici. On la connaît. Donc S est bien égal à tension d'entrée moins mu VG multiplié à nouveau équation du point diviseur parce qu'on a ici un 0 ampère, on n'a aucun courant qui est tiré, que multiplie la résistance d'anode divisé par la résistance d'anode plus la résistance interne. Et ça nous donne S. Maintenant, à quoi est égale la tension ici qui est sur la grille? VG, dans ce cas particulier, égale E. VG égale tension d'entrée. D'accord? Donc ici, j'ai le droit d'enlever le VG que je remplace par E. Ben là, on a trouvé le gain, en fait. D'accord? C'est-à-dire que le gain, si on le fait ici, c'est-à-dire, on va essayer de faire ça correctement, S sur E est égal, je le passe en dessous, moins mu, facteur de la résistance d'anode sur la résistance d'anode plus la résistance interne. Ça, c'est la formule fondamentale du montage en cathode commune. Et on voit d'ailleurs que ce qui définit le gain, puisque là, ce que l'on vient de faire, S sur E, ça n'est ni plus ni moins que le gain de cet étage. Le gain dépend de la résistance d'anode. C'est pour ça qu'en fonction des différentes résistances d'anode que l'on a mis, on avait des gains différents. Voilà, évidemment, il faut connaître la résistance interne. On vient de déterminer que l'impédance d'entrée, vue d'ici, c'est bien évidemment, ça tombe sous le sens la grille, au cas particulier de ce circuit. Tiens, il faut que je redessine la masse. Maintenant, essayons de voir l'impédance qui est vue d'ici. Alors, l'erreur qu'on pourrait commettre, c'est de considérer que ce terme-là est la résistance interne du générateur. Or, en réalité, c'est faux. On commettrait une erreur en faisant ça, parce que ça, c'est ni plus ni moins, si on regarde cette partie ici, là, on a ici, en fait, il faut rechercher toujours le générateur de Thévenin équivalent, en fait, dans ces cas-là. Et ici, on a mu VG, pardon, qui est là, une résistance interne qui fait ρ, et ici, on a donc la résistance d'anode, et on sort ici. Alors, si on raisonne en termes d'impédance, ben, il faut à ce moment-là enlever ça, retirer le générateur au cas particulier ici, et venir mettre ces deux résistances en parallèle, c'est-à-dire, on va dire que dans ces cas-là, c'est égal à ρ que multiplie R1 divisé par ρ plus R1. Ça nous donne l'impédance de sortie vue d'ici. Donc on va rappeler les trois paramètres en vitesse. Voilà. Impédance d'entrée égale RG. Ça, c'est un cas particulier à la cathode commune. Ça ne sera pas toujours le cas, loin de là. Le gain, exprimé en linéaire, hein, d'accord, c'est moins mu RA divisé par RA plus ρ. Et l'impédance de sortie, Z out, dans ces cas-là, c'est donc égal à RA que multiplie ρ divisé par RA plus ρ. Alors ça veut dire que l'impédance de sortie du signal, l'impédance de sortie, pardon, du circuit est inférieure forcément à sa résistance interne. Son gain est conditionné par la résistance d'anode et le mu de la triode, et l'impédance d'entrée par la grille, la résistance de grille. Alors tirons quelques conclusions. Alors qu'est-ce qu'on a vu? On a vu déjà que ce montage-là présente un déphasage de 180 degrés.
qui nous donne du gain en tension. C'est un étage qui donne du gain en tension. Que au cas particulier, ici, son impédance d'entrée est égale à la résistance de grille. Au cas particulier, ici, parce qu'on verra que c'est pas toujours vrai dans les montages, et c'est même tout sauf vrai. Que son impédance de sortie, ici, dépend de la résistance d'anode, mais qu'elle est toujours inférieure au ρ, c'est-à-dire qu'en fait, le fait de mettre une résistance d'anode en fait, diminue l'impédance de sortie, et que son gain est conditionné en partie par la résistance d'anode et le mu de la triode. Alors maintenant, qu'est-ce que nous allons faire par la suite? Alors ce que l'on va faire la prochaine fois, c'est que l'on va commencer à rentrer dans les limitations propres à la triode. C'est-à-dire qu'on ne va pas considérer que la fréquence ici à laquelle on travaille rend ses capacités comme des courts-circuits. Mais on va donc tenir compte des impédances des condensateurs. Ici. Alors pour des raisons de facilité des calculs, pour l'instant, dans le prochain épisode, on ne va pas s'occuper du condensateur de découplage. Parce que quand on veut bien le faire, les calculs du condensateur de découplage deviennent infernaux. Donc, je ne suis même pas certain que je vais faire les démonstrations au tableau, sinon on va passer 2 heures pour démontrer. Je vous donnerai probablement directement les résultats. Quoi qu'il en soit, on va regarder ça. Ça va nous amener à quoi? Ça va nous amener à réfléchir ici à l'impédance d'entrée. Évidemment, d'un coup, l'impédance d'entrée va devenir une impédance bien sûr complexe et non plus une résistance. Deuxièmement, il y a un point qu'on n'a pas du tout abordé sur la triode, que ce soit en mode statique, que ce soit dans la démonstration que l'on vient de faire aujourd'hui, ce sont les éléments parasites. À l'instar du transistor qui a des capacités parasites, les tubes électroniques ont des capacités parasites, et des capacités assez importantes. Ce sont des capacités qui sont ici entre l'anode et la grille, et entre la grille et la cathode. C'est ce que vous trouvez sur les docks en CKG, je crois, et CAG. Ce sont des capacités, et on va voir que ces capacités vont limiter la bande passante haute de ce circuit. Après, on va voir comment s'en débrouiller, évidemment, pour améliorer ça. Donc la prochaine fois, on se retrouve, on va devoir commencer à parler de filtrage. Alors, on ne fera pas des équations différentielles, hein, bien sûr. Mais on va traiter ça vite fait avec des complexes. Et on se réservera, soit je traiterai ce sujet particulier, soit là je vous donnerai les résultats. Parce que ce filtre-là est un peu plus emmerdant à calculer. Enfin, la démonstration est un peu plus compliquée à faire ici. Voilà, on a fini. Allez, salut! Et à bientôt sur les ondes.